Alors, on va commencer avec notre direct du jour. Comme je le disais, c'est un direct spécial parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de thématique particulière. Donc, je ne vais pas développer une thématique comme j'ai l'habitude de le faire sur un thème particulier. Je vais vous donner l'opportunité et je vais vous donner la possibilité de pouvoir poser des questions, de pouvoir échanger avec vous parce qu'aujourd'hui, c'est interactif. Donc, si vous avez une question à poser, si vous avez une problématique particulière, elle peut concerner n'importe quel secteur d'activité. Pendant ces 2 heures, je vais répondre à vos questions, je vais échanger avec vous afin qu'ensemble, on puisse apprendre aussi des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire est très simple. Donc, je vais inviter à l'écran les personnes qui souhaitent poser des questions. Pour que ce ne soit pas classique du fait d'écrire en commentaire une question. Prenez aussi votre courage, montrez-vous. Donc, je vais inviter en direct les personnes qui souhaitent poser des questions et ces personnes vont donc se connecter, poser leurs questions en vidéo et juste après, je vais répondre ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les autres questions, certainement, je vais le faire vers la fin du direct, mais on va d'abord donner la priorité à ceux qui vont interagir directement en ligne. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, je vais donc inviter en ligne des personnes qui ont des questions à me poser directement et de manière interactive, je vais répondre. Ça pourrait édifier les autres personnes qui sont aussi en train de regarder ou alors toute autre personne qui pourrait regarder ce direct juste après. Donc, je vais commencer par inviter les personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas à me notifier si vous voulez, si vous souhaitez poser votre question en direct. Essayez de notifier cela afin que je puisse vous inviter à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en direct? Si oui, mentionnez-le en commentaire ou faites une demande et puis je vous donne l'accès pour que vous puissiez poser votre question directement à l'écran. Je vous attends. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir en direct, bien vouloir m'envoyer une demande pour que je la valide afin que vous puissiez intervenir en direct tout de suite et me poser une question de votre choix dans n'importe quel domaine afin qu'on puisse échanger par rapport à cela. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de courageux. Ce serait un scandale. Donc, si vous avez des questions, tout ce que vous pouvez faire, c'est de demander une autorisation pour que je la valide tout de suite afin que vous puissiez venir à l'écran et nous poser votre question ou faire un témoignage ou n'importe quoi d'autre. Je ne vois pas de personne. Je ne vois personne se proposer, sauf si vous êtes des peureux et des peureuses. Je vais reprendre. Si quelqu'un veut poser une question, il m'envoie une demande, je la valide et il vient à l'écran poser sa question directement afin que je puisse interagir avec lui ou avec elle. Je ne vois pas vos questions, donc. Sauf si vous n'avez aucune question à poser ou vous avez peur de vous afficher. Donc, je vais donner quelques minutes à ceux qui veulent intervenir pour pouvoir le faire. C'est Bouddha de Bonasama.
Originaire de Djibomba, au nom de la vieille mamie, je viens Bombokla, Supagari. Ce n'est pas une super chérie. Je reviens Posez vos questions en vidéo. Pas une question d'écrit en commentaire. Je vais répondre aux questions en commentaire à la fin du direct. Donc, si quelqu'un veut poser une question en vidéo, je l'invite tout simplement et puis il pose sa question. Chakaboulou, tu étais où quand les premiers frères faisaient le Pungu, quand les premiers frères manquaient de l'espace dans vous? C'est la fracture, c'est pas grave. Je viens faire un garrot, trop d'MC sont égarés. Je reviens du Sénégal avec une boussole que j'ai ramassée sur les de Gorée. Comme les soirs du Kumbari, si t'habites. Les lyriques sont dorés. Mi fa sol la si do. Oh lolo, oh, Faites aussi ça. Mon corps asphalte allait de temps en temps chez les pygmées pendant que j'étais là-bas. Je reviens vous, Wonderful Palaba. Mais c'est qui ce gars? C'est Boudor le Noiroquais. C'est qui? Boudor le Noiroquais. J'attends que vous veniez poser vos questions en vidéo, en message. Donc si vous avez une question à poser, envoyez-moi une invitation directe. Et puis moi je vous invite à l'écran afin que vous puissiez poser directement votre question. Ceux qui sont forts, suivez-moi. Non, ça ne veut pas dire marcher comme moi. Que chacun apprenne à porter sa croix. Vous êtes trop molle. Prenez quelques couplets de paracétamol. On vous a dit que c'est en 2 temps, 3 mouvements qu'on le devient. Qui veut intervenir en direct? Donc je vais conclure que vous êtes des peureux. À la place des cordes vocales, j'ai la forêt équatoriale. J'habite dans un ghetto qu'on appelle Bibalongo. C'est ça qui vous donne l'impression que je suis fou. À cause de moi, vous fumerez tous des conteneurs de banga. Et c'est ça qui me rend high. Si vous ne posez pas de questions en vidéo, je vais faire un direct classique où je vais développer une thématique dans n'importe quel sujet, comme d'habitude. Si vous avez peur. Et le nouveau commandement, le message est dur, nu, nourri par l'aventure. Il est sale pour ceux dont les oreilles sont des bacs à ordures. Toute vérité est bonne à dire. Message adressé aux menteurs, qu'ils soient rappeurs ou mabombo. J'ai pris pour cible tous les cœurs. Le titre de le plus c'est enfin. Je viens offrir les sabots de Nikom Barga à quelques rappeurs camerounais. Non, je n'ai pas dit camerounais. J'ai bien dit camerounais. Ceux qui ne regardent pas plus loin que le fond de leur verre rempli de vin. Ceux qui se disent rappeurs camers. Alors que du pied à la tête, ils ressemblent à des agents publicitaires de marques étrangères. Mon rap pas habillé par la maison Tagne. Comme Tagne Pio, je tiens bon dans ce pays où les sorciers rêvent de gagne. Dans ce pays où la misère fait des pompes funèbres. Papa c'est chaud, les bombes et les gaules discutent les rouges à lèvres. Ceux qui font comme et veulent être comme. Tremblement de cœur. Mais c'est qui ce gars? C'est Boudor le Noiroquais. C'est qui? Boudor le Noiroquais. Qui souhaite que je l'invite à l'écran? J'explique encore le principe. Aujourd'hui, c'est un direct à cœur ouvert. Ça veut dire, si vous avez des questions à poser, vous me posez vos questions directement. Mais pour cela, il y a un principe à respecter. Vous m'envoyez une demande et puis je la valide afin que vous puissiez venir à l'écran en vidéo, poser votre question afin que ce soit interactif. Donc, ça, c'est le principe du jour. Donc, si quelqu'un a une question à poser, il m'envoie une demande, je la valide afin qu'il puisse venir à l'écran poser sa question directement. Et à la fin, je vais répondre aux questions qui sont posées en commentaire. Donc, je vais voir s'il y a un courageux. Rien que l'amour me met en harmonie avec la mélodie. Donc, il n'y a personne qui veut venir en direct. Personne ne veut venir en direct poser une question en vidéo. Ça veut donc dire que je serai certainement obligé de répondre aux questions en commentaire si personne ne vient en direct. Forcément.
Ok, donc posez donc vos questions en commentaire et puis je vais prendre les questions progressivement afin de pouvoir y répondre. Ok, posez les questions en commentaire. Allez-y, posez les questions en commentaire et je vais y répondre. Allez-y, je réponds aux questions en commentaire. Donc, si vous avez une question à poser, vous posez en commentaire et directement, je vais y répondre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à envoyer la demande en vidéo. Donc, on va faire plus simple. Donc, posez tout simplement une question en commentaire. Je vais lire votre commentaire et je vais y répondre en direct. Il n'y a pas de souci. Peut-être on va faire les réponses en vidéo pour le prochain direct de vendredi prochain. Donc, j'attends vos questions en commentaire. Alors, il y a la question de Jenny qui me demande comment j'ai fait pour débuter avec la Startup Academy. Alors, Jenny, la Startup Academy, c'est un projet qui a débuté en 2016, comme j'aime souvent le dire. Et en réalité, ce n'est pas un projet qui a été pensé à la base, parce que le dire, ce ne serait pas réel, ce ne serait pas correct. Donc, quand j'ai fini mes études de médecine en 2014, j'étais très intéressé par l'entrepreneuriat. J'ai commencé par un projet qui s'appelle SOS Médecins Cameroun, avec plusieurs collaborateurs médecins et certains qui ne le sont pas. Et nous avons donc lancé le projet qui fonctionnait plutôt très bien pendant pratiquement un an. Et étant donné que moi, j'aime transmettre mes connaissances, ça c'est depuis que j'étais au secondaire. Quand j'étais au secondaire, je donnais des cours de répétition, j'aimais transmettre mes connaissances à d'autres personnes. Donc, il y avait toujours cette flamme en moi qui me poussait à vouloir toujours partager mes connaissances. Et je m'étais rendu compte qu'en réalité, nous étions dans un environnement où les jeunes se disaient que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut forcément des milliards, il faut forcément beaucoup d'argent. Alors qu'avec le projet SOS Médecins, je m'étais rendu compte qu'il ne faut pas forcément beaucoup d'argent pour se lancer. Et j'avais donc pu acquérir ou alors j'avais pu bénéficier d'une certaine expertise dans ce projet qui me permettait de pouvoir comprendre dans notre environnement comment démarrer un projet, quelles sont les astuces qu'on peut utiliser pour pouvoir le déployer à grande échelle sans avoir forcément beaucoup d'argent. Et j'ai donc commencé à donner des petites conférences gratuites. Cette fois, c'était au siège de SOS Médecins lorsque nous étions encore à l'immeuble Air France à Bastos pour ceux qui étaient venus déjà bénéficier des services de SOS Médecins. Donc, j'ai commencé à donner des conférences gratuites. Donner des conférences gratuites, ça me permettait de ne pas être stressé. Parce que quand quelqu'un paye pour venir bénéficier d'une formation, il devient exigeant, ce qui est tout à fait naturel parce qu'il a payé, il faudrait que vous puissiez lui apporter une solution par rapport au problème qu'il a. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conférences gratuites parce que je ne voulais pas avoir cette pression-là. Et les gens, quand les gens venaient, et là je vais par exemple citer un ami qui actuellement vit en Chine, c'est le premier participant aux conférences Startup Academy, il s'appelle Yvan. Je te fais un coucou Yvan si tu suis ce direct. Et ça me permettait donc d'apprendre à transmettre mes connaissances, ça me permettait d'identifier les secteurs d'activité qui intéressaient les personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conférences gratuites, j'ai donné des conférences dans des endroits parfois insolites parce que j'ai donné des conférences parfois dans des écoles, parfois même dans des snack bars. Bon, quand je dis conférence, ce n'est pas que j'étais devant le snack bar, les gens étaient en train de boire et je donnais des conférences. Mais j'étais assis, je discutais avec des personnes, j'essayais au maximum possible de transmettre mes connaissances et progressivement, il y a des idées qui venaient. Ça veut dire quand je donnais des conférences gratuites, après je me suis dit voilà, étant donné que les gens sont intéressés, étant donné que les gens en redemandent tout le temps, est-ce que je ne pourrais pas organiser ça à grande échelle? C'est comme ça que j'ai commencé à communiquer pour que beaucoup plus de personnes viennent et progressivement, les idées ne faisaient que venir, Après, j'ai commencé à donner des conférences dans des hôtels. J'ai commencé à Yaoundé, ensuite je suis allé à Douala. En plus, j'ai fait en sorte que ça devienne des conférences bimensuelles, c'est-à-dire chaque mois, je donnais 2 conférences, une à Yaoundé et l'autre à Douala. Et c'est pendant que je donnais dans ces conférences que j'ai rencontré de formidables collaborateurs
comme Ulrich, comme Jessie. J'ai rencontré tellement de personnes avec qui nous avons donc décidé de manière institutionnelle de créer donc le projet Startup Academy que nous avons donc développé jusqu'à ce jour. Donc, globalement, voilà, je ne vais pas dire que je me suis couché et puis l'ange Gabriel a envoyé une lumière qui m'a dit Claudel, va lancer Startup Academy. Non, c'est juste parce que j'aimais transmettre mes connaissances et puis je me suis dit pourquoi ne pas transmettre mes connaissances en rapport avec l'expérience que j'ai avec le projet SOS Médecins, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est ainsi que j'ai commencé à le faire et progressivement, avec les contraintes, avec les opportunités que je dénichais, j'ai pu mettre les dés et au final, ça a donné le projet Startup Academy qui est cette magnifique initiative qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je vais prendre une autre question. Comment j'évite l'environnement qui pollue mes projets? Comment j'évite l'environnement qui nous pollue? Alors, c'est vrai que la question n'est pas très bien formulée, mais je vais la reformuler si je l'ai bien comprise. C'est la question qui est celle de savoir comment évoluer dans un environnement qui n'est pas propice pour pouvoir développer ses projets. Je ne sais pas si c'est exactement ça que tu voulais dire, mais je vais répondre à celle-là. Et si ce n'est pas ça, peut-être tu pourras reposer la question pour que je puisse y répondre. En fait, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on veut lancer un projet, c'est 1. Est-ce que j'ai les connaissances et les compétences qui me permettent réellement de pouvoir apporter la solution qui permet de résoudre ce problème? Je ne vais pas revenir sur le processus d'implémentation d'un projet. J'en ai parlé lors de mon premier direct qui était comment passer d'une idée à un projet, où je vous ai présenté ce que j'appelle l'équation entrepreneuriale, dont je parle dans plusieurs de mes livres comme Les jeunes entrepreneurs africains ou encore Les 100 idées de projet à débuter sans financement et même un médecin atypique, j'en parle à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai les compétences et les connaissances qui me permettent d'apporter la solution qui résout le problème pour lequel les personnes ou alors les prospects ou les clients en ont besoin. Donc, ça c'est la première question qu'il faut se poser. Si vous n'avez pas des compétences qui vous permettent d'apporter cette solution, l'avantage c'est que vous pouvez trouver dans votre environnement des personnes qui ont ces compétences. Vous pouvez vous former pour avoir ces compétences. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire des stages. Il y a beaucoup de techniques pour avoir des connaissances et des compétences qui vous permettent de pouvoir résoudre des problèmes et gagner de l'argent en résolvant ces problèmes. Mais parfois, la difficulté qu'on rencontre, c'est l'environnement. Et là, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que parfois, votre environnement n'est pas propice pour vous permettre d'exceller dans ce que vous êtes en train de faire. Et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que parfois, votre environnement ne comprend pas. Parfois, votre environnement se dit, mais attends, toi, tu es en train de vouloir te lancer dans un projet comme ça, mais c'est trop dangereux. Tu n'étais même pas le major à l'école, tu n'étais même pas le meilleur à l'école. Pourquoi est-ce que maintenant, tu veux laisser la sécurité dans laquelle tu es, par exemple, tu as un emploi, pour aller te lancer dans l'entrepreneuriat, vouloir faire les choses que Claudel raconte tous les jours sur Internet là? Non, c'est trop dangereux. Fais quelque chose de plus simple. Et là, ça me rappelle une stratégie que je vous ai présentée une fois lors de mes directs. C'était le fait de vous faire comprendre qu'en réalité, tout entrepreneur passe par 5 étapes. C'est ce que j'ai appelé les 5 étapes incontournables du parcours de chaque entrepreneur. La première étape, c'est la frustration. Ça veut dire tout entrepreneur, pour vraiment développer un projet de manière performante sur le long terme, il faut pouvoir avoir une frustration. La plupart des entrepreneurs ont toujours des frustrations qui deviennent en fait le carburant de leur motivation. La deuxième étape, c'est le conflit. Parce que quand vous allez vous lancer, en fait, votre cercle d'influence, votre famille, vos proches vont entrer en conflit avec vous. Et ce n'est même pas seulement eux. Parce que même l'environnement dans lequel vous êtes, qui peut être l'environnement familial, qui peut même être l'environnement émotionnel. Parce que vous pouvez être en couple avec quelqu'un ou être marié avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous voulez faire, qui ne comprend pas pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, qui ne scène plus les motivations qui vous poussent à le faire et qui finalement deviennent des obstacles par rapport à votre capacité à vous développer dans vos projets. Et moi, j'aime toujours dire quelque chose, c'est que quand on est arrivé à la deuxième étape du parcours incontournable de tout entrepreneur, c'est-à-dire le conflit, ça veut dire lorsque vos proches, lorsque votre famille, lorsque vos amis, lorsque toutes les personnes qui sont autour de vous vous font comprendre que vous ne pouvez rien et que ce n'est pas nécessaire de le faire et que c'est dangereux. La première chose qu'il faut savoir, c'est de ne jamais entrer en conflit avec ces personnes. C'est dangereux de le faire.
Moi, je ne pourrais pas recommander à quelqu'un d'entrer en conflit avec sa famille, d'entrer en conflit avec ses frères et sœurs, d'entrer en conflit avec son conjoint ou sa conjointe. Non, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que les opinions sont comme des clous. Quand vous allez contre une opinion, vous renforcez le clou dans le mur, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes avec un proche qui vous dit vraiment ton projet là, ce n'est pas pertinent, il faut que tu arrêtes ça, va continuer tes études, essaye d'avoir une bourse pour aller à l'étranger ou n'importe quoi d'autre. La première chose que vous devez faire, c'est d'accepter son opinion. Il faut toujours accepter l'opinion des autres, surtout de vos proches. Parce qu'on ne choisit pas d'être dans une famille, on ne choisit pas d'avoir un petit frère, d'avoir une mère, d'avoir un père, ça ne se choisit pas. Donc, je ne peux pas vous recommander d'entrer en conflit direct avec vos proches. Parce que ça va créer un environnement qui sera cette fois une boule de feu qui ne permet même plus de rien faire. Parce que vous voulez entrer en conflit avec ces personnes qui se disent que les conseils qu'ils sont en train de vous donner, en fait, sont pertinents. Ils sont en train de vous dire, mais mon frère, pourquoi tu veux lancer ce projet? Ce n'est pas pertinent, cherche un emploi, fais ceci, fais cela. En fait, parfois, ce sont des conseils même de bonne foi. Parfois, votre père ou votre mère ou vos proches vous donnent des conseils de bonne foi. Ce n'est pas parce qu'ils veulent votre mal. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez vous développer. C'est parce qu'ils ne comprennent pas vos frustrations. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le degré de motivation que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu antérieurement. C'est parce qu'ils ne comprennent pas exactement les objectifs que vous avez et que vous souhaitez atteindre. Et du coup, étant donné qu'ils ne comprennent pas ça, ils vont donc vous recommander de faire des choses qui ne sont pas en corrélation avec ce à quoi vous aspirez. Donc, n'entrez pas en conflit avec ces personnes parce que ça va créer des débats inutiles. Ça va vous faire être dans un environnement où vous êtes tout le temps dans un malaise, où vous allez vous sentir toujours incompris. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'accepter leur opinion et comprendre quelque chose de fondamental. Il y a une seule chose qui met tout le monde d'accord. La chose qui met tout le monde d'accord, ce sont les résultats. Ce sont les résultats qui mettent tout le monde d'accord. Moi, je prends un exemple. Avec moi. Moi, quand j'ai commencé mes projets, j'ai rencontré les mêmes choses. Ça veut dire, j'ai été victime de plusieurs frustrations comme tout le monde, comme vous qui êtes connecté à ce direct. Il n'y a personne qui n'a pas été victime de frustration. Sauf qu'il y a des gens qui décident de subir leur frustration. Ça veut dire qu'ils sont victimes de frustration et ils subissent leur frustration. Moi, je fais partie des gens qui ont été victimes de frustration et qui ont décidé de se lever et de mettre sur pied des initiatives pour que d'autres personnes ne soient pas victimes de ces frustrations-là à travers des initiatives sur le plan de l'entrepreneuriat. Et directement, lorsqu'on quitte de la frustration, qui est la première étape incontournable du parcours de tout entrepreneur, on tombe dans la deuxième étape qui est dans le conflit. Le conflit, c'était avec qui? Le conflit, c'était avec pratiquement tous mes proches. Le conflit, c'était avec ma famille qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que tu as fini des études de médecine, tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu racontes comment tu vas aller consulter les gens à domicile, tu vas rester à la maison sur ton ordinateur. En fait, ils ne comprennent pas ça. Et de bonne foi, ils te disent non. Va travailler dans un hôpital. De bonne foi, ils te disent, va postuler pour avoir la bourse pour aller au Canada ou aux États-Unis ou dans tel autre pays. C'est de bonne foi. Ce n'est pas parce que ces personnes ou vos proches ont des problèmes avec vous. C'est parce qu'ils se disent que c'est ce qui est meilleur pour vous. Donc, c'est à vous de comprendre que c'est de bonne foi. C'est à vous de comprendre qu'il ne faut pas entrer en conflit avec vos proches, mais de plutôt saisir l'opportunité de leur présenter les résultats de ce que vous faites parce que seuls les résultats mettent tout le monde d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, chaque fois qu'on me disait ça, j'écoutais. Je disais vraiment, j'ai pris note. Je vais essayer de faire comme tu m'as dit parce que je trouve que c'est très pertinent. Et quand je partais dans ma chambre, moi, je continuais mes projets naturellement parce que je ne voulais pas entrer. D'ailleurs, à ce moment donné, je vivais encore chez mes parents. Donc, je ne pouvais pas commencer à entrer en conflit avec mes parents qui pouvaient me dire à tout moment que bon, mon cher ami, comme tu ne veux pas comprendre ce qu'on t'explique depuis là, il faut donc que tu ailles vivre toi-même ailleurs, dans ta propre maison pour faire ce que tu veux. C'est clair que c'est ce qui est arrivé après parce qu'à un moment donné, ça devenait invivable et j'ai dû quitter de la maison de manière clandestine pour aller vivre seul afin que le conflit ne m'empêche pas de développer mes projets. Mais j'avais très vite compris qu'il ne faut pas que j'entre en conflit avec mes proches parce que vous pouvez avoir des problèmes dans la société. Vous pouvez avoir des problèmes avec vos amis. Vous pouvez avoir des problèmes avec votre environnement. Mais s'il y a un endroit où vous devez tout faire pour ne pas avoir des problèmes, c'est avec votre famille. Parce qu'on ne choisit pas sa famille. Parce que si dans ce socle intime-là, vous n'êtes pas stable, ce sera extrêmement difficile d'exceller
dans notre environnement qui est aussi hostile, si vous n'avez pas un endroit où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez être en sécurité, où vous pouvez vous sentir comme étant bien aimé, afin de pouvoir trouver donc toute l'énergie nécessaire pour aller affronter l'adversité de l'environnement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'adversité. L'entrepreneuriat, c'est la difficulté permanente. L'entrepreneuriat, c'est le fait que chaque jour, vous avez de nouveaux ennemis. Sans que vous ne sachiez même pourquoi ils sont vos ennemis, pourquoi ils ne vous aiment pas. Mais c'est comme ça. Donc, pour pouvoir affronter tout ça au quotidien, en plus de votre motivation, en plus de votre détermination, vous devez pouvoir avoir des personnes qui croient en vous, des personnes qui vous poussent à aller toujours de l'avant, des personnes qui vous motivent. C'est ça qu'on appelle la motivation extrinsèque, afin que vous puissiez toujours avancer. Et parfois, c'est très difficile d'avoir cet environnement dans votre famille. Parfois, c'est très difficile d'avoir cet environnement auprès de vos amis. C'est pour ça qu'il est toujours important de trouver des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, qui sont en train de réaliser les mêmes choses que vous souhaitez réaliser ou qui ont déjà réalisé les choses que vous êtes en train de vouloir réaliser. C'est important de trouver des endroits où il y a des personnes qui ont ce type de psychologie-là. Moi, par exemple, je n'ai pas pu trouver cet endroit, je n'ai pas pu trouver cet environnement quand je faisais mes projets et je me suis dit, il faudrait que je puisse mettre sur pied une initiative qui va regrouper des personnes folles, qui va regrouper des personnes qui veulent lancer des projets, qui va regrouper des personnes qui se sentent incomprises, afin qu'ensemble, nous puissions être comme une nouvelle famille où nous puisons dans cette énergie-là afin de pouvoir aller affronter l'adversité de l'entrepreneuriat. C'est ça qui a donné la naissance à la Startup Academy où ensemble, on se comprend en tant qu'entrepreneur avec nos difficultés, avec nos échecs qui sont plus nombreux que nos réussites. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la télévision présente beaucoup plus les réussites. La télévision présente très peu les personnes qui se sont lancées, qui ont fait faillite, qui se sont même parfois suicidées parce que ayant perdu tous leurs revenus. La télévision ne présente pas trop ça parce que ce n'est pas vendeur. Alors qu'en réalité, sur 100 entrepreneurs qui se lancent, 99 vont cracher. Les entrepreneurs qui en réalité s'en sortent et gagnent beaucoup d'argent, ça fait partie de l'exception. Sauf que la télévision ne présente que l'exception. Ce qui donne l'illusion que c'est facile, chacun peut se lancer, chacun peut créer sa plateforme sur un réseau social et dire que l'entrepreneur est avancé. Mais comme à la Startup Academy, nous aimons souvent le dire, il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle ou encore le darwinisme. Parce que chacun se lance, mais à un moment donné, la nature et l'environnement vont vous rappeler la place que vous avez dans la société, surtout si vous n'êtes pas téméraire, surtout si vous n'êtes pas déterminé, surtout si vous n'êtes pas flexible et que vous ne vous adaptez pas facilement à l'environnement et surtout si vous n'avez pas une base solide qui vous permet d'avoir toutes les ressources intellectuelles, toutes les ressources morales et même toutes les ressources de motivation qui vous permettent de progresser dans vos projets. Donc, l'environnement en réalité influe beaucoup dans le développement de nos projets. Et si dans votre cercle d'influence, vous n'avez pas cet environnement qui vous permet de progresser, essayez de créer cet environnement-là, essayez de rejoindre des structures comme la Startup Academy ou toute autre structure, parce qu'il y en a plusieurs autres qui regroupent des personnes qui ont ce type de psychologie-là, afin qu'avec ces personnes-là, vous puissiez exceller dans vos projets et vous puissiez avoir au moins une oreille sur laquelle vous puissiez même pleurer si nécessaire. Pleurer, raconter vos échecs, raconter tout ce qui ne marche pas. Parce que l'entrepreneuriat rime avec la dépression. Et parfois, quand vos proches vont se rendre compte que vous êtes dépressif, ça va encore plus les stresser davantage que mais j'avais bien dit au gars là de ne pas se lancer. Voilà maintenant, il est super endetté. Voilà maintenant, il a mis toutes ses économies dans un projet qui ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous mettre avec des personnes qui vont comprendre vos problèmes, qui lorsque vous allez leur dire que ça ne marche pas, j'ai eu des échecs, ils vont vous dire que mais ton échec là c'est rien. Toi tu as perdu 2 millions, moi je viens de perdre 100 millions dans un projet et ce n'est même pas mon argent et je dois rembourser ça en traite chaque mois. C'est un peu comme un principe en médecine où on ne recommande pas en général à un chirurgien d'opérer un membre de sa famille. Pourquoi? C'est parce que lorsque la rationalité disparaît et que les émotions se mettent en avant, surtout dans une phase critique où il faut prendre des décisions importantes, ça devient très compliqué. Parce que quand vous êtes un chirurgien, si vous êtes en train d'opérer un patient et que par exemple le patient commence à saigner abondamment parce qu'il y a par exemple un vaisseau qui s'est fissuré, il ne faudrait pas que, parce que c'est votre père,
Les émotions vous poussent à ne plus prendre les décisions rationnelles qui vous permettent de clamper sereinement le vaisseau afin de continuer sereinement la consultation ou plutôt l'opération, pardon. Donc, quand vous allez commencer à dire, mais c'est mon père, si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas ceci, il peut mourir, etc. En fait, toutes ces émotions-là peuvent vous pousser à ne pas prendre des décisions rationnelles. Donc, parfois, c'est important de vous retrouver dans un cercle où vous n'avez pas forcément les personnes qui sont vos proches, mais qui peuvent comprendre ce que vous êtes en train de vivre et qui peuvent continuer de vous motiver. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, je vais vous une autre question. Comment révolutionner le domaine du cosmétique au Cameroun de façon rentable? Alors, le domaine de la cosmétique, c'est un domaine qui est très particulier et je vais expliquer pourquoi. La cosmétique, c'est un domaine d'activité qui concerne tout le monde. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui n'utilise pas de produits cosmétiques. Aucune personne. Tout le monde utilise les produits cosmétiques. Et je vais vous prendre un exemple. De la naissance jusqu'à la mort, on utilise les produits cosmétiques. Quand vous prenez votre enfant et vous mettez la poudre sur votre enfant, c'est un produit cosmétique. Quand vous prenez votre enfant, vous le lavez avec un savon, le savon c'est un produit cosmétique. Quand vous prenez une huile pour mettre sur vos cheveux, l'huile c'est un produit cosmétique. Quand vous prenez un dentifrice le matin pour vous brosser les dents, le dentifrice aussi c'est un produit cosmétique. Quand vous finissez de vous habiller et que vous voulez sentir bon, vous prenez un parfum, vous mettez sur vous, ou alors vous prenez une eau qui a une très bonne odeur, vous mettez sur vous, c'est un produit cosmétique. Quand au soir, avant de vous coucher, vous prenez un sérum que vous allez utiliser peut-être sur votre visage ou sur une autre partie de votre corps parce que vous voulez que ça change de couleur, c'est un produit cosmétique. En fait, j'ai envie de dire que les produits cosmétiques font partie de notre vie. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez forcément, à un moment donné de votre vie, utiliser les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques vont tellement loin qu'il y a même des produits cosmétiques qu'on utilise en fonction des moments de la journée. Vous allez parfois entendre parler des crèmes de jour, les crèmes de nuit. On va vous dire parfois qu'il y a certains produits cosmétiques qu'il faut utiliser à certains moments de la journée. Peut-être parce qu'il n'y a pas une influence du soleil. Parce que c'est un produit peut-être photosensible qui pourrait entraîner des réactions cutanées sur votre peau. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la cosmétique, c'est un domaine tellement pertinent parce que tout le monde utilise des produits cosmétiques. Au Cameroun, par exemple, une statistique de 2018 montre que le marché des produits cosmétiques représente pratiquement 150 milliards. Et ça, c'est un marché qui ne comporte même que les produits. Parce que si on prend en considération les intrants que nous importons ou que nous utilisons pour pouvoir fabriquer les produits cosmétiques, c'est énorme. C'est tellement énorme que ça devient donc une opportunité d'affaires pertinente parce que c'est en croissance. L'Afrique, c'est le continent où la croissance démographique est la plus exponentielle au monde. Et le Cameroun fait aussi partie de l'Afrique où il y a cette croissance exponentielle sur le plan démographique. Je vais vous dire par exemple quelque chose concernant le Cameroun. Au Cameroun, personne ne peut vous donner la statistique exacte du nombre d'enfants qui naissent chaque jour. Personne ne connaît cette statistique-là. Et c'est étrange. Personne au Cameroun, même pas le président, ne peut vous donner la densité de la population ou alors même le nombre de Camerounais qui vivent au Cameroun. Personne n'a cette statistique exacte-là. Pourquoi? C'est parce qu'on a un gros problème au niveau de la gestion statistique ou alors les statistiques que nous avons sont dépassées, je vais le dire ainsi. Et ça fait donc en sorte qu'on ne mesure même pas à la vitesse à laquelle la démographie est en train d'exploser. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que les nouvelles naissances, les nouvelles personnes qui viennent dans nos pays pour habiter, ce sont des nouvelles opportunités parce que c'est le marché en fait qui est en train de grandir. Ce sont des opportunités qui sont donc en train de naître dans ce domaine d'activité qu'est la cosmétique et beaucoup d'autres domaines. Donc, la cosmétique, c'est un domaine qui est très porteur et je recommande à tous ceux qui sont intéressés par la cosmétique de se lancer parce que c'est un très bon domaine d'activité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à la Startup Academy, nous organisons régulièrement des formations pour pouvoir former des personnes à fabriquer des produits cosmétiques, à créer des marques de produits cosmétiques. Nous avons d'ailleurs une nouvelle formation qui va débuter au mois de novembre, entre le 2 et le 28 novembre. C'est une formation durant laquelle nous apprenons aux participants à créer des marques de produits cosmétiques. Aujourd'hui, nous avons déjà formé plus de 1000 personnes qui ont 87 nouvelles marques de produits cosmétiques sur le marché, à travers notre usine qui s'appelle Startup Cosmétique, que vous pouvez voir sur Facebook ou alors que vous pouvez voir sur la page de la Startup Academy. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation en cosmétique, vous pouvez m'écrire en inbox que je souhaite participer à la formation en cosmétique de la Startup Academy qui va se dérouler en novembre ou alors écrire en commentaire. Alors, comment se lancer dans le domaine de la cosmétique? La première chose qu'il faut savoir, c'est que il ne faut surtout pas vous lancer seul. Ça, c'est une erreur fondamentale que la plupart des personnes commettent.
Moi, je vais publier une vidéo certainement ce week-end ou lundi où je parle des entrepreneurs qui veulent être des messies. Des entrepreneurs qui veulent devenir les messies de l'entrepreneuriat, les messies de la cosmétique, les messies de la programmation, les messies de je ne sais quel secteur d'activité. Non. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment dans un secteur d'activité comme la cosmétique, si vous êtes seul. Je vais prendre un exemple. Si vous voulez créer votre marque de cosmétique en étant seul, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez prendre vos maigres économies pour vous lancer. Et quand vous prenez vos maigres économies pour vous lancer, le problème, c'est que vous allez produire de manière artisanale. Et quand vous produisez de manière artisanale, la conséquence, c'est que les coûts de production sont trop élevés. Parce que vous allez acheter la matière première de manière artisanale. Vous allez acheter de manière en détail. Vous allez acheter les intrants en détail. Vous allez confectionner vos packaging ou alors vos étiquettes ou tous les autres produits qui entrent dans la confection de vos produits en détail. Et la particularité lorsqu'on achète en détail, c'est que ça coûte cher. Et quand ça coûte cher, ça veut dire que le prix de revient ou plutôt le coût de production de la gamme de vos produits va revenir trop élevé et vous serez obligé de vendre votre produit cher. Et quand vous vendez votre produit cher et qu'en face, vous avez un concurrent qui est chinois, un concurrent qui est libanais, qui lui produit des millions d'unités par mois et qui a donc la capacité de pouvoir produire à l'échelle parce que produisant des millions d'unités par mois, il a donc la capacité d'avoir des coûts de production extrêmement faibles parce qu'il produit à l'échelle. Donc, vous aurez un concurrent qui propose à la même cible que vous êtes en train de rechercher un produit qui est mieux brandé, qui a un conditionnement meilleur que le vôtre. Peut-être qu'il n'a pas une même qualité en termes de contenu, mais fatalement, sur le plan marketing, sur le plan de l'offre entre la demande et le prix du produit, ça va faire en sorte que les gens vont préférer acheter ce produit-là parce qu'il revient moins cher. Les gens vont acheter ce produit-là parce que le marketing a tellement été martelé que les gens se disent que c'est forcément ce produit qui est le plus pertinent, qui est le plus, je veux dire, le plus crédible même. Et là, je vais faire une parenthèse qui fait en sorte que les gens développent un sentiment sceptique par rapport aux produits qui sont faits au Cameroun ou en Afrique globalement. Il y a beaucoup de documentaires qu'on réalise pour ternir l'image de vos produits. Et là, je vais prendre un exemple. Je vais stopper la musique parce qu'il ne faut pas que ça me déconcentre dans ce que je vais dire là tout de suite. Très récemment, j'ai eu à regarder un ensemble de documentaires qu'on a réalisés sur des entrepreneurs camerounais, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, dans plusieurs pays en Afrique. Et en général, ce sont des documentaires qui sont réalisés par des grandes chaînes occidentales qui viennent en Afrique réaliser des documentaires sur des entrepreneurs africains pour faire croire qu'ils sont en train de valoriser ces entrepreneurs, pour montrer comment la jeunesse africaine est entreprenante, elle est battante, elle fait des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces documentaires n'ont pas pour but de valoriser vos produits. La plupart de ces documentaires ont pour objectif subliminal de décrédibiliser les produits qui sont faits en Afrique. C'est très important. Je vais l'expliquer avec un exemple. Je ne vais pas citer de documentaire parce que si je cite, on va dire que je suis en train de décrédibiliser une marque. Donc, je ne vais pas le faire. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils vont venir, par exemple, dans votre pays. Supposons que vous êtes un entrepreneur. Vous venez de créer votre marque de produits cosmétiques, par exemple, au Togo. Ils vont venir au Togo et ils vont dire, d'accord, voilà, vous êtes un jeune entrepreneur, c'est très bien ce que vous faites. En plus, vous faites du bio, parce qu'aujourd'hui, on parle de bio et les gens ne comprennent même pas ce que c'est que le bio. Mais bon, comme c'est devenu à la mode, tout le monde parle de bio. Ils vont dire, ok, vraiment, vous faites du bio. On voudrait réaliser un reportage pour présenter aux yeux du monde ce que vous êtes capable de faire. Et vous, comme vous êtes content, parce que vous avez vu une grande chaîne occidentale qui vient vous interviewer dans votre quartier, et vous commencez donc à leur présenter ce que vous faites. Vous leur montrez comment vous partez au marché, comment vous achetez les intrants. Vous leur parlez comment c'est difficile dans votre pays, comment l'État ne soutient pas. Vous leur montrez comment vous n'avez pas de financement, comment vous êtes en train de produire dans votre maison, comment vous travaillez avec vos frères et sœurs pour produire, comment vous n'avez même pas de machine et vous êtes en train de supplier pour que les gens qui peuvent vous soutenir puissent vous soutenir pour pouvoir acheter les machines, avoir une unité de production pour pouvoir le faire. Vous montrez comment vous utilisez des contenants d'une qualité vraiment qui laisse à désirer. Mais eux, ils sont en train de vous montrer que non, c'est rien, c'est normal. Vous êtes encore dans vos débuts. C'est normal que vous puissiez commencer comme ça. Avec le temps, ça va avancer. Et en plus, quand on va faire le reportage, les gens vont voir, les gens pourront vous soutenir.
Ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que ces reportages et ces documentaires ont pour but de décrédibiliser. Et ça, c'est très important. Et c'est un objectif subliminal. Parce que quand on va faire le reportage, oui, les gens vont vous écrire, oui, bravo, félicitations, oui, comment je peux faire pour intégrer ton projet, comment je peux même faire pour investir, oui, c'est vrai. Vous pourriez avoir ce genre de retour-là. Les gens pourront même vous contacter pour investir dans votre projet, c'est possible, ça arrive. Mais le danger, c'est que ça construit de manière progressive le fait de rendre sceptiques les gens qui vont vouloir acheter un produit qui est fabriqué au Togo, qui est fabriqué au Cameroun, qui est fabriqué au Sénégal, etc. Pourquoi? Parce que l'image du documentaire va rester dans la tête. L'image de la personne qui est allée au marché, il a acheté des produits. Parfois, il fabrique même ses produits sans les gants, sans les masques. Il fabrique ça dans un environnement qui est insalubre, où il y a par exemple, il y a la boue autour, il y a le plafond qui est déjà en train d'être dégradé. En fait, il présente un aspect qui ne correspond pas à la perception que vous devez transmettre lorsque vous êtes en train de parler de la cosmétique. Quand on parle quand même d'un produit cosmétique, c'est quand même un produit qu'on va utiliser sur le corps humain qui pourrait avoir des conséquences, qui pourrait même entraîner à moyen et à long terme des cancers. Je ne parle même pas alors de ceux qui font dans l'agroalimentaire. Ça veut dire les personnes qui fabriquent par exemple des produits à consommer, des boissons ou tout autre type de produit. C'est extrêmement dangereux. Si vous n'avez pas la capacité de transmettre une valeur perçue dans les vidéos que vous faites, dans les images que vous publiez en ce qui concerne vos produits, pour que ça puisse présenter un côté hygiène. Et là, on parle du QHSE, c'est-à-dire la qualité, l'hygiène, la salubrité et l'environnement. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir mettre au niveau vos images, vos vidéos et tout ce qui correspond à votre communication externe ou alors le branding externe de votre entreprise, si vous n'êtes pas capable de le faire avec le produit que vous êtes en train de vouloir proposer, surtout lorsqu'il s'agit des domaines d'activité comme la cosmétique, comme l'agroalimentaire et tous ces autres domaines sensibles, ne participez pas à ce genre de documentaire. Ne participez pas à ce genre d'interview. Parce qu'en réalité, c'est ça qui pousse les gens à aller dans un supermarché, à voir un produit sur lequel c'est écrit Made in Cameroun, Made in Togo, Made in Côte d'Ivoire et ne pas l'acheter parce qu'ils se disent que ce n'est pas crédible. Ils se disent que c'est dangereux pour leur santé. Ils se disent que ce n'est pas fait dans des conditions optimales pour que les gens puissent consommer ce produit. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Très récemment, certainement pour ceux qui me suivent, vous avez vu, nous avons lancé une nouvelle marque sur le marché. C'est un produit agroalimentaire et ça découle d'une des industries de la Startup Academy qui s'appelle Startup Foods. Et nous avons lancé une marque qui s'appelle Choco. Choco, c'est une marque de chocolat qui se décline en 4 saveurs, si je vais le dire ainsi. Nous avons du choco blanc, nous avons du choco noir, nous avons du choco au lait, pardon, et le choco sans sucre pour les personnes qui suivent un régime ou alors qui sont par exemple diabétiques ou qui ont des maladies qui leur imposent de consommer très peu de sucre. Et il y a beaucoup de chaînes que je ne vais pas citer, mais principalement occidentales, qui m'ont contacté pour me dire vraiment, nous avons vu votre projet, nous voulons réaliser un reportage sur vous. Et moi, je leur disais, non, on n'a pas besoin de reportage. Parce que vous, quand vous faites vos produits, ce ne sont pas les chaînes africaines qui viennent faire les reportages sur ce que vous faites. Vous-même, vous faites les propres reportages sur vos propres produits. Où vous sélectionnez exactement comment est-ce que vous allez communiquer dessus. Où vous montrez comment les gens sont au laboratoire, comment les gens ont les blouses blanches, comment les gens ont des masques, les gens sont en train d'utiliser des machines, comment les machines sont en train de confectionner les produits, de telle sorte que vraiment vous puissiez montrer la meilleure valeur perçue qui puisse exister afin de crédibiliser le produit. Vous faites des spots publicitaires très beaux, vous-même, de vos propres produits. Mais quand c'est nos produits, vous voulez toujours venir présenter un aspect de nos produits comme quoi c'est l'artisanat, c'est fait dans des conditions d'hygiène qui sont insalubres. Et c'est ça qui contribue à faire en sorte que les gens ont peur du Made in Africa. Quand vous dites que vous fabriquez un produit local, les gens se disent directement que c'est un mauvais produit. Les gens peuvent facilement dire que ça coûte cher, pourquoi ce n'est pas aussi moins cher. Mais quand ils vont entrer dans un supermarché, ils vont voir une marque de produits cosmétiques qui est fabriquée par un pays occidental, ça va coûter 15 000, 20 000 francs, 50 000 francs. Ils vont l'acheter en disant que non, c'est quand même telle marque, hein, ce n'est pas n'importe quel produit. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est parce que ces marques travaillent sur le branding, travaillent sur la présentation, travaillent sur l'histoire de la marque. Nous, notre histoire, c'est quoi? C'est d'aller au marché Mokolo et montrer comment on est en train d'acheter les intrants pour aller dans une maison
qui est dans un quartier insalubre où pour arriver là-bas, on va avoir la poussière partout sur le pied parce qu'on veut montrer dans le documentaire qu'on souffre, il faut qu'on nous aide. Non. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça décrédibilise tout un mouvement, tout un patriotisme de tout un continent. Il faut arrêter ça. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas vous seul travailler sur cette valeur perçue là de telle sorte que ce soit présenté de façon ultra professionnelle. Vous ne pouvez pas le faire seul. Moi, le projet Choco, à travers notre industrie Startup Food, je ne l'ai pas fait seul. C'est parce qu'il y a toute la Startup Academy. La Startup Academy, c'est plus de 1000 personnes aujourd'hui. C'est parce qu'il y a toute une équipe avec laquelle je travaille. C'est parce que je peux savoir que j'ai des graphistes excellents avec lesquels je vais travailler pour que le rendu soit excellent. C'est parce que j'ai des photographes excellents qui vont travailler sur la valeur perçue sur le plan de la photographie. C'est parce que j'ai des vidéastes excellents qui vont pouvoir créer la magie sur le plan de la vidéo afin de pouvoir présenter le produit de façon excellente. C'est parce que j'ai des maîtres chocolatiers excellents qui vont pouvoir fabriquer un produit qui puisse être excellent lui aussi. C'est parce que j'ai des personnes qui vont travailler sur la présentation du produit, qui vont travailler même sur les textes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on n'écrit pas n'importe comment pour présenter un produit. Il y a des notions en copywriting qu'il faut avoir pour pouvoir présenter un produit de façon excellente. Et tout ça, vous ne pouvez pas le faire seul. Et là, je ne parle même pas de l'aspect financier, je ne parle pas de l'aspect communication, je ne parle pas de l'aspect logistique, je ne parle pas de l'aspect relationnel qui va vous permettre de pouvoir entrer sur le marché, créer votre circuit de distribution afin de pouvoir vous imposer. Parce que les autres qui sont des occidentaux, qui envahissent nos marchés, n'attendent pas que vous puissiez venir manger ce qu'eux ils mangent depuis des centaines d'années. Et vous pensez que vous allez le faire seul comment? Vous devez être une armée pour être compétitif. Nous l'avons compris à la Startup Academy. C'est pour ça que pendant 4 ans, nous avons bâti notre armée. Nous avons bâti les personnes avec qui nous allons travailler sur le très long terme afin de pouvoir développer nos industries. C'est ainsi que toutes les industries que nous avons implémentées, que ce soit Startup Color, où nous fabriquons de la craie, nous fabriquons de la peinture, nous fabriquons des sacs à travers notre usine qui est au Cameroun, que ce soit Startup Cosmétique que je viens de vous présenter, que ce soit Startup Motors, Startup Food, où nous sommes en train de fabriquer des produits agroalimentaires comme le chocolat et beaucoup d'autres produits agroalimentaires qui vont venir bientôt, que ce soit Startup Training, qui est un projet même qui est en cours d'investissement parce qu'actuellement, vous pouvez investir dans ce projet si vous le souhaitez. C'est un projet à travers lequel nous sommes en train d'industrialiser les contenus éducatifs que nous allons proposer au monde entier en intégrant les spécificités africaines, les spécificités en termes de culture, en termes d'environnement, en termes de sociologie, en termes de comportement, en termes d'économie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train d'industrialiser ces contenus-là afin de les proposer à travers le monde sur nos plateformes. Et là, c'est une autre industrie que nous sommes en train de créer et nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pour ça que nous avons sollicité des personnes pour que ces personnes puissent investir dans ce projet. C'est vrai que le délai d'investissement, il est très court parce que nous suspendons les investissements le 30 septembre de cette année. L'investissement minimal, c'est 100 000 francs. Pour être investisseur, il faut absolument être membre de Startup Academy. Et c'est un projet qui va s'étendre sur 6 mois avec une rentabilité de 50%. Donc, si vous êtes intéressé à investir dans le projet Startup Training qui va être démarré le 1er octobre de cette année, vous pouvez m'écrire en commentaire ou de préférence, vous écrivez inbox pour que je puisse vous répondre de manière beaucoup plus facile et vous envoyer tous les documents qui comportent ce projet-là afin que vous puissiez y investir. Vous pouvez le faire afin qu'ensemble on puisse le faire. Parce que nous devons apprendre à travailler ensemble. Il n'y a pas les messies. Il n'existe pas de messies de l'entrepreneuriat. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être 10 et créer 10 marques de produits cosmétiques. Vous allez tous disparaître. Vous ne pouvez pas résister face aux autres qui sont puissants et qui viennent ensemble nous affronter. C'est de ça qu'il s'agit. Les pays se mettent ensemble. Vous voulez créer vos marques de cosmétiques seuls avec vos 2 maigres millions que vous avez épargnés dans votre compte bancaire. Vous ne valez rien avec ça. Même si vous avez 10 millions, 50 millions, c'est très petit pour être compétitif. Et même si vous lancez avec 100 millions, vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut toute une armée pour affronter une armée. Vous avez déjà vu une guerre où une personne va affronter une armée? Ce n'est que dans les dessins animés, dans les films, où quelqu'un seul va affronter une armée jusqu'à y gagner. Ça, c'est des balivernes. En entrepreneuriat, il faut développer votre lobbying. Il faut développer votre réseau pour aller affronter les autres réseaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, arrêtez de faire l'entrepreneuriat où vous voulez être seul. Où vous voulez créer votre marque seul. Vous voulez créer votre entreprise seul. Vous voulez être le sauveur de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs. L'Afrique a besoin des personnes compétentes, ayant des compétences
complémentaires, qui se mettent ensemble. Comme j'aime souvent le dire, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Donc nous avons le devoir de nous mettre ensemble, chacun en fonction de sa compétence, afin qu'ensemble, non seulement nous puissions être plus puissants sur le plan économique, plus puissants sur le plan de la logistique, plus puissants sur le plan du relationnel, plus puissants sur le plan du lobbying, afin que ce lobbying puisse même imposer au pouvoir politique de prendre certaines décisions qui vont dans le sens de notre avantage. Pourquoi vous allez toujours vouloir être seul? Moi, je vois des gens qui disent, j'ai créé ma marque de produits cosmétiques, j'ai créé ma marque de jus, j'ai créé ma marque de bonbons, j'ai créé ma marque de biscuits. Mais tu vas créer ta marque seul, tu es qui? Tu es qui pour créer ta marque seul? Tu ne dois pas le faire seul. Tu peux commencer seul, oui, je peux comprendre, tu peux commencer seul. Mais tu dois comprendre que tu ne peux jamais être compétitif en restant seul. Il est obligatoire, je dis bien obligatoire, si l'objectif réellement c'est d'être compétitif, de se mettre avec les autres pour pouvoir être compétitif et de pouvoir gagner des parts de marché importantes. On va toujours se plaindre que les pouvoirs politiques ne nous accompagnent pas. Les pouvoirs politiques sont montés, descendus. Oui, je suis d'accord, il y a des voleurs qu'il faut buter sur la place publique. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont des criminels. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui nous dirigent, qui n'ont pas qualité, qui doivent être butés, peut-être demain, si possible. Mais ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a des gens qui veulent aussi accompagner. Il y a des gens qui veulent aussi soutenir. Mais sauf que ces gens, parfois, se retrouvent dans une situation où, d'une part, il y a les étrangers qui ont un énorme lobbying avec beaucoup d'argent. Et d'autre part, il y a des gens qui sont 100, chacun a sa marque. Il y a des gens qui sont 1000, chacun veut être le Messie. Il y a des gens qui sont 500, chacun dit que non, c'est moi le plus fort. Non, moi je suis de l'ouest. Non, moi je suis du centre. Non, moi je suis du sud. Je ne me mélange pas avec les autres. C'est des balivernes. Vous ne pouvez rien faire en étant seul. Ça, c'est la leçon qu'il faut retenir. Donc, pour répondre à cette question, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps pour y répondre, mais ça va répondre aussi à plusieurs autres questions que les gens posent. Lorsque vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité aussi stratégique que la cosmétique ou qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer, sachez que vous ne pouvez pas le faire seul. Vous pouvez commencer seul, c'est possible, peut-être parce que vous n'avez pas encore pu trouver la bonne équation. Mais sachez que tant que vous n'allez pas former une armée de personnes pour pouvoir influencer l'environnement avec les produits que vous êtes en train de faire, ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'au lieu d'avoir 10 personnes qui ont 10 marques de piment qu'elles vendent sur le marché, là je parle du fruit, parce qu'au Cameroun, quand on dit piment, ça peut signifier plusieurs choses. Quand vous êtes 10, au lieu d'avoir 10 marques, ce qui n'est pas pertinent, parce que ça vous divise et ça ne vous permet pas d'être compétitif, c'est mieux de vous mettre ensemble. De prendre vos maigres économies et de mettre ça ensemble pour que ça puisse former un capital un peu plus important. De prendre vous chacune des personnes qui intègrent le projet, vos relations et de mettre ça ensemble pour que ça vous crée un certain lobbying pour pouvoir déjà parler de votre produit, pour pouvoir facilement commercialiser vos produits. Ça vous permet de créer une seule marque où vous allez mettre votre argent pour pouvoir produire à l'échelle, pour pouvoir diminuer les coûts de production, pour pouvoir avoir de meilleurs conditionnements, de meilleurs packaging, une meilleure communication de manière professionnelle afin d'être compétitif et gagner des parts de marché beaucoup plus importantes. Parce que quand les autres nous voient en train de débattre sur Facebook, de débattre sur Dicalo, de débattre sur toutes ces plateformes en ligne et que les autres sont en train de combattre, non, moi je suis plus fort que toi, non, moi je suis l'entrepreneur qui a le plus d'audience, non, l'autre c'est un charlatan, non, l'autre là c'est un voleur. Quand ils nous voient faire ça, ils rigolent. Ils se disent, ces idiots n'ont rien compris. Et tant qu'ils vont faire ça, nous on va continuer de gagner de l'argent grâce à eux. Parce que tant qu'ils sont divisés, nous on est tranquille. Moi j'ai voulu que nous ne soyons plus dans le bavardage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons créer notre réseau de personnes influentes. Nous allons créer notre armée afin que cette armée puisse aller affronter les autres. Parce que l'entrepreneuriat et l'économie, c'est la guerre. Donc, vous ne pouvez pas partir en guerre contre les autres en étant seul. Vous partez seul en guerre avec le ndomondomo ou je sais pas, le fusil à eau. Et face à vous, vous avez une armée de personnes qui ont des drones, qui ont des chars de guerre, qui ont des hélicoptères. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Développons aussi notre armée sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan logistique, sur le plan relationnel, afin de devenir puissants. Et quand nous serions puissants ensemble, nous pourrions être compétitifs sur le plan africain et sur le plan mondial. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy. C'est pour ça que nous venons de lancer le nouveau projet Startup Training, où nous voulons donc créer cette armée de professionnels, cette armée d'ingénieurs, cette armée d'enseignants, cette armée de physiciens, cette armée de médecins, cette armée de tous les professionnels, de tous les corps de métier, afin que ces personnes se mettent ensemble pour que nous puissions être puissants et imposer désormais notre voix, non seulement dans l'environnement camerounais, dans l'environnement africain, dans l'environnement mondial, et même imposer à nos pouvoirs politiques de prendre des décisions qui vont dans le sens de nos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous avons lancé le projet Startup Training, projet que vous pouvez intégrer aujourd'hui. Vous pouvez investir dans ce projet. Vous pouvez soutenir ce projet sur le plan logistique, sur le plan intellectuel, sur tous les autres plans, même sur le plan relationnel, si vous avez des facilités sur le plan de la logistique et du déploiement du projet, afin que nous ne puissions plus avancer seuls. On ne peut pas s'en sortir en entrepreneuriat. Peut-être dans la religion, c'est possible, je ne sais pas. Peut-être vous pouvez dans la religion rester seul, prier le Seigneur seul dans votre chambre, prendre la Bible et parler avec le Seigneur. Peut-être que c'est possible dans la religion, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont dans leur chambre, ils allument l'encens, ils prient seuls, ils communiquent avec le Seigneur. Ça, c'est possible peut-être. Ou alors, il y a des gens qui peuvent se mettre ils chantent. Parce qu'on nous a souvent dit à l'église que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, ils chantent 2 personnes et le Seigneur les écoute. Peut-être que c'est possible. Mais dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Dans l'économie, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça quand on est seul. Parce que vous ne pouvez pas être seul et vous voulez être le concurrent des Chinois qui sont sur le marché. Vous ne pouvez pas être seul et vous voulez être le concurrent des Libanais qui sont sur le marché, qui se mettent ensemble en millions pour venir nous affronter. Et vous dites que vous êtes seul parce que vous voulez être le Messie. Non, il faut arrêter de vouloir dire qu'on est le Messie. Parfois, c'est bien d'avoir de l'humilité et comprendre que même si j'ai des compétences, je décide de laisser l'autre se mettre en avant pour que nous puissions former un think tank où nous serions plus puissants. Le plus important, ce n'est pas que c'est moi qu'on voit. C'est moi qui dois être sur Internet. C'est moi qui dois parler partout. Non, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de créer l'armée intellectuelle, l'armée économique qui va aller affronter les autres armées des étrangers qui sont dans notre continent et qui sont en train de nous mener une guerre féroce sur le plan économique pendant que nous sommes en train de dandiner sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai été très long pour répondre à ta question, mais je sais qu'en répondant à ta question de cette façon, ça permet de répondre à plusieurs autres questions. Parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions, ça certainement, vous le savez. Mais quand quelqu'un pose une question qui est pertinente, j'essaye de développer afin que ça puisse permettre de répondre à d'autres questions qui vont dans le même sens. Maintenant, si vous voulez peut-être un suivi particulier, si vous voulez peut-être que je vous accompagne dans la mise sur pied de votre projet, si vous voulez intégrer la Startup Academy ou alors si vous voulez bénéficier de notre expertise, c'est simple, vous pouvez nous écrire en inbox ou m'écrire en inbox personnellement et dire voilà Claudel, je voudrais bénéficier de ton expertise, je voulais bénéficier d'une consultation peut-être de mon projet. En général, nos consultations durent 1 heure pendant laquelle je discute avec vous de votre projet et je vous accompagne sur les stratégies qui pourraient vous permettre de pouvoir développer votre projet ou d'intégrer notre réseau afin que nous puissions vous accompagner à développer votre projet. Donc, si vous avez des questions spécifiques, si vous avez des questions qui concernent votre entreprise, votre projet ou alors les idées que vous voulez développer et que vous vous rendez compte que peut-être ce direct qui ne dure que 2 heures ne pourra pas permettre d'entrer en profondeur dans les thématiques que vous voulez qu'on puisse aborder ensemble, écrivez-moi une inbox et dites-moi Claudel, je voudrais bénéficier d'une consultation de projet d'1 heure ou de plus, ça dépend, ou alors d'un accompagnement où je voudrais rejoindre la Startup Academy pour pouvoir bénéficier de l'influence de la Startup Academy pour développer mes projets. Et là, je vais vous programmer un rendez-vous et puis nous allons faire la consultation. La consultation, elle peut être en présentiel. Ça veut dire soit dans l'un des sièges de Startup Academy à Yaoundé ou à Douala. Mais la consultation peut aussi se faire en ligne. Ça veut dire nous pourrions discuter en ligne pendant 1 heure de temps en vidéo afin que je puisse vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vouloir implémenter comme projet. Mais s'il y a une chose à retenir de cette question, c'est que n'essayez jamais de vouloir foncer dans votre projet en étant seul. Vous pouvez commencer seul, oui, c'est possible. Vous pouvez trouver votre business model seul. Vous pouvez trouver la manière par laquelle vous gagnez de l'argent seul. Vous pouvez maîtriser le processus de fabrication de votre produit seul. Oui, ça c'est possible. C'est même une très bonne chose. Mais quand vous voulez déjà entrer dans une dynamique de développement, quand vous voulez déjà aller affronter les autres qui sont constitués en armée, sachez que si vous aussi, vous n'êtes pas constitué en armée, vous ne pourriez jamais les affronter de manière efficace. Voilà, donc je vais prendre une autre question. Alors,
une autre question en commentaire. J'attends. Allez-y, posez la question. Je vais prendre une autre pertinente, bien sûr, qui va nous permettre de pouvoir… Alors, bénéficier de ton expertise, comment trouver des partenaires fiables pour développer son projet? Ça, c'est une question fondamentale. Comment trouver des partenaires fiables pour développer son projet? Je pense que s'il y a une question, je veux dire la question… S'il faudrait résumer l'entrepreneuriat en une seule question, ce serait cette question. Donc, j'ai vu plusieurs questions, mais j'ai retenu celle-là parce qu'elle me semble la plus pertinente. Comment trouver des partenaires, des associés, des personnes avec qui travailler dans son projet? Parce que antérieurement, j'ai parlé du fait qu'il faut travailler ensemble, il faut créer une armée, etc. Mais certainement, ce que je n'ai pas dit, c'est comment faire donc pour constituer cette équipe de personnes avec qui nous allons travailler. Avant de répondre à cette question, je vais rappeler ce que j'ai expliqué lors d'un précédent direct. Je l'ai appelé les 5 étapes incontournables du parcours d'un entrepreneur. Les 5 étapes incontournables du parcours d'un entrepreneur. La première étape, c'est la frustration. La deuxième étape, c'est le conflit. Ça veut dire lorsqu'on lance son projet et que nos proches commencent à nous dire mais pourquoi tu te lances? Lorsque votre partenaire vous dit mais laisse tes trucs de projet là, viens t'occuper des enfants à la maison. Lorsque vos parents vous disent que laisse les trucs de l'entrepreneuriat là, tu n'étais même pas le major à l'école. Viens ici, va travailler, va trouver un emploi, fais ton CV, arrête la sorcellerie. Lorsque toutes les personnes autour de vous vous démotivent, vous font comprendre que vous ne valez rien, ça ne sert à rien de vous lancer. Ça, c'est l'étape du conflit. Après l'étape du conflit, la troisième étape, c'est l'isolement. C'est lorsque vous vous dites, je me sens incompris, je me sens incomprise. Pourquoi les autres ne comprennent pas ce que je veux faire? Vous êtes même en groupe, parfois vous êtes même en couple, mais vous vous sentez incompris. Vous êtes marié, mais votre partenaire, vous avez l'impression qu'il ne comprend ou qu'elle ne comprend rien à ce que vous êtes en train de vouloir faire. Ça, c'est l'étape de l'isolement. Vous vous sentez, vous restez dans votre coin sur le plan émotionnel et c'est une étape qui est extrêmement dangereuse. Parce que parfois, ça peut conduire à des suicides. Parce que quand on suit souvent à la télé que les gens se sont suicidés, on se dit que ça ne nous concerne pas. Parce que parfois, vous n'avez pas encore eu des problèmes qui vous poussent à vous dire que mais si je me suicidais, peut-être c'est ça la solution. Donc, à cette étape-là, il ne faut absolument pas être seul. Il faut être dans un environnement où il y a d'autres personnes qui sont aussi dans la phase d'isolement comme vous, qui se sentent aussi incomprises, afin de pouvoir échanger vos expériences, vos expertises, vos frustrations, pour pouvoir toujours vous ressourcer en énergie pour ne pas abandonner. Parce que c'est une phase où la plupart des gens abandonnent. Après cette troisième étape, je ne développe pas trop les étapes parce que j'en ai parlé déjà dans un précédent direct et j'en parle aussi dans l'une de mes formations qui s'appelle « 1 mois pour devenir mon propre patron ». C'est une formation qui fait 40 heures de vidéo dans laquelle je parle de tous les secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Je vous montre comment passer de votre idée à votre projet ou alors comment consolider un projet existant que vous avez qui ne fonctionne pas de manière optimale ou qui n'a pas encore les résultats que vous souhaitez atteindre. Donc, si vous souhaitez bénéficier de cette formation, 1 mois pour devenir mon propre patron, c'est une formation en vidéo que vous pouvez suivre, qu'importe l'endroit où vous vous trouvez à travers le monde. Vous pouvez écrire en commentaire, je souhaite bénéficier de la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, ou vous écrivez en inbox pour que la réponse soit plus rapide et vous pourriez bénéficier de cette formation, qu'importe l'endroit où vous vous trouvez. Donc, je ne vais pas trop développer. J'ai même d'ailleurs fait aussi un direct où j'expliquais ça. Ça doit être le 3e ou le 4e direct, c'est encore même sur ma page. Donc, après la phase de l'isolement, nous avons la phase de la recherche de financement. C'est la 4e étape. Ça veut dire l'étape où on a déjà pu trouver des petites activités qui nous permettent de gagner de l'argent. On arrive déjà à générer un chiffre d'affaires de 20 000 francs par semaine, 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs. On arrive à générer même 1 million parfois. Ça dépend de votre niveau d'activité. Et on se dit vraiment, je peux faire plus que ça. Je peux aller encore plus loin. Et maintenant, on commence à rechercher des financements parce qu'on se dit, si je réussis à obtenir des financements, je pourrais pousser mon projet à un niveau beaucoup plus élevé.
Ça, c'est la quatrième étape du parcours incontournable de tout entrepreneur. Tout entrepreneur arrive forcément à cette étape où il a besoin de plus d'argent pour développer des projets existants qu'il a déjà pu implémenter et qui nécessitent d'avoir un levier financier pour arriver à un certain autre niveau. Ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est l'étape qui entre dans la question que vous voulez de poser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que la dernière étape, c'est l'argent. Que quand on a l'argent, c'est fini. Non. Peut-être vous m'entendez parler d'argent tous les jours, c'est parce que en réalité, il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, c'est exactement comme si on tournait dans un film. C'est comme si on était un acteur dans un film. Sauf que c'est un film qui est violent. C'est un film où quand on te tue, ce n'est pas que voilà, le réalisateur va dire que non, ce n'est pas comme ça que tu devais mourir. Relève-toi, va plutôt mourir là-bas. Non, ce n'est pas le genre de film là. Ce n'est pas le genre de film où on utilise le pistolet à eau. Ou quand on tire sur toi, tu fais semblant de tomber comme si tu étais mort. On va prendre des produits qu'on va fabriquer qui sont comme le sang. On va verser sur toi et on va faire comme si on t'a tué. Et puis après le film, tu vas te lever normalement. Tu vas continuer ta vie normalement. Non, non. La différence qu'il y a entre le film où tu joues un rôle et où après le film, tu mènes ta vie normale. Et même si tu meurs dans le film, dans la vie normale, tu es toujours vivant. La différence avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est toujours un film, mais un film où tu peux mourir réellement. C'est-à-dire que c'est un film où, si on te tue, tu meurs réellement, mais c'est un film. En fait, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce qu'en réalité, quand on se lance en entrepreneuriat, on joue aussi un rôle. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un personnage et une personne. C'est deux choses différentes. Le personnage et la personne. Je m'explique. Moi, quand je suis en train de faire un direct, quand je fais une publication sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, quand je communique en ligne, en réalité, c'est le personnage qui s'exprime. Le personnage à qui j'ai décidé d'attribuer un pseudonyme qui s'appelle l'assassin. C'est ça mon pseudonyme. L'assassin de l'inconsistance, de l'obésité intellectuelle. Ça, c'est le personnage. Ce personnage a un objectif. C'est un peu comme dans un film. Dans un film, chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Donc, chacun dans un film a un rôle à jouer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va jouer le rôle peut-être du chef bandit, il y a celui qui va jouer le rôle de l'acteur, ça c'est de façon prosaïque. Après, il y a celui qui va jouer le rôle peut-être du truand, ou alors du bon, un peu comme dans le bon, la boute et le truand. Donc, chacun joue un rôle dans le film. Et moi, mon rôle, c'est celui de revaloriser ce que doit représenter la puissance africaine dans tous les sens du terme. Sur le plan culturel, sur le plan sociologique, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, etc. C'est le rôle que je décide de jouer. Pour jouer ce rôle, il faut utiliser certaines techniques pour réveiller des personnes qui sont un peu endormies, si on va le dire ainsi. Et pour réveiller quelqu'un qui est endormi, ce n'est pas en chuchotant dans son oreille. Donc, tu ne vas pas chuchoter à quelqu'un dans son oreille et il se réveille alors qu'il est endormi. Non, parfois quand quelqu'un est endormi alors qu'il devait se réveiller très tôt pour faire quelque chose d'urgent, il faut soit lui donner une gifle, soit il faut prendre un seau d'eau glacée ou chaud versé sur lui. En fait, il faut provoquer des émotions pour que ça puisse marquer la personne afin que la personne ne puisse plus rester dormir. C'est ça que j'appelle le sommeil intellectuel qui est à l'origine de l'expression que j'aime utiliser, à savoir il faut vendre son lit intellectuel. Quand je joue dans ce rôle, il y a donc un aspect fondamental dans ce rôle que je suis en train de jouer. C'est le fait qu'il faut qu'on se décomplexe dans notre capacité ou dans notre envie de devenir puissant économiquement. Parce que les personnes qui nous combattent sur le plan économique ont conçu un système qui nous pousse à rester dans une sorte de taudis économique. C'est quoi le taudis économique? Le taudis économique, c'est le fait d'avoir un emploi, de toucher 100 000 francs le mois et de se dire non, vraiment, ça me suffit. J'ai ma chambre de 30 000 que je paye. Vraiment, je me bats à manger 25 000 ou 30 000 par mois. Je peux nourrir ma famille. Je peux épargner 5 000. Vraiment, je ne veux pas les problèmes. Moi, le salaire là, ça me va. Le taudis économique, c'est le fait de se dire vraiment, je gagne mes 500 000. Je suis tranquille.
Je peux gérer mes charges, j'ai ma petite voiture, je peux me déplacer. De temps en temps, le week-end, je peux aller boire avec des amis. Je peux acheter des écrans plats, mettre chez moi. J'ai ma connexion Internet, j'ai mon beau téléphone, je m'habille toujours bien, je mets toujours le parfum. Vraiment, je suis tranquille, je n'ai pas de problème. Le taudis économique, c'est le fait d'avoir une entreprise et de générer un chiffre d'affaires de 1 million par mois ou de 5 millions ou de 10 millions ou de 50 millions ou de 100 millions. Et de se dire vraiment, je génère déjà mes 50 millions par mois, je suis tranquille. Vraiment, je peux payer mes salariés, je peux gérer mes charges, je n'ai pas de problème, j'ai ma belle voiture, je me gère tranquille. C'est ça que j'appelle le taudis économique. Ça, c'est un taudis économique. Ça, c'est une stupidité économique. Pourquoi je dis que c'est une stupidité économique? Je vais même aller plus loin. Le taudis économique, c'est le fait de fabriquer un produit et de le vendre dans, par exemple, une ville comme Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, et de dire vraiment, mon produit est déjà distribué à Yaoundé, vraiment, moi je vends déjà mon produit à Yaoundé, il y a mon produit dans tous les supermarchés, je suis tranquille, je fais mon chiffre d'affaires de 150 millions par mois, vraiment, ça va. Je distribue aussi mon produit à Douala, ou alors même dans tout le Cameroun, je distribue mon produit, j'ai mon chiffre d'affaires de 300 millions par mois, vraiment. Je n'ai pas de stress, je dégage mes marges même de 50, de 60 millions. Je peux construire mon immeuble, je peux bâtir mon patrimoine financier ou immobilier tranquille. Ça, c'est le taudis économique. C'est un taudis. C'est une stupidité économique. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que ceux qui nous mènent la guerre sur le plan économique, ces étrangers-là, ils ont conçu un système où nous devons rester dans un taudis économique. Ça veut dire qu'eux, ils veulent que nous puissions nous contenter des miettes que nous avons. C'est ça qu'eux, ils veulent. Eux, ils veulent que quand tu gagnes 100 000, 500 000, 1 million, tu te dises que non, ça va. Pourquoi chercher plus? D'ailleurs, si tu cherches plus, c'est des trucs des sectes. Je ne veux pas entrer dans les sectes. Je ne veux pas les trucs compliqués. Je ne veux pas compliquer ma vie. Et on a donc construit ça avec le cinéma. On a construit ça avec les médias. Ou lorsqu'on parle toujours des personnes riches, on va toujours dire que non, vraiment, il sort la nuit à 4 heures, il prend l'huile, il met sur les crânes, il fait ceci, il est dans des sectes, il est homosexuel ou il est cela. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on associe la richesse à des tabous qui sont sur le plan parfois spirituel, parfois religieux, parfois sociaux, ou quand même de la prestidigitation, pour que les gens se disent que non, vraiment, les riches là, ils souffrent trop. Moi, je préfère me contenter de ce que j'ai. Ça, c'est un taudis économique et c'est fait à dessein. Et c'est dangereux pour un entrepreneur d'être dans un taudis économique. C'est dangereux pour un entrepreneur de se dire que je me contente de ce que j'ai. Je me contente d'être le leader de Vokada, d'être le leader de Douala, d'être le leader du Cameroun, d'être le leader d'Afrique centrale. Ça, c'est un taudis économique. Il faut qu'on sorte de là. Et pour pouvoir sortir de là, le premier moyen pour choquer les gens, c'est de parler d'argent régulièrement. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que mon personnage en ligne le fait. Ce n'est pas parce que dans ma vie personnelle, cette fois la personne, l'argent c'est toute ma vie. Non, l'argent ce n'est pas tout. Je suis conscient de ça. Je suis conscient qu'il y a des choses que pour les avoir, on n'a pas forcément besoin d'argent. Je suis conscient que l'argent ce n'est pas la dernière étape. D'ailleurs, j'étais en train de vous présenter les 5 étapes incontournables du parcours d'un entrepreneur. Je vous ai dit que l'étape où on cherche de l'argent, c'est la 4e étape parce qu'il y a une étape plus importante que l'argent. Peut-être je n'en parle pas suffisamment, mais c'est parce qu'il faut choquer les gens. Il faut sortir du taudis économique. Pourquoi est-ce que nous ne devons plus rester dans le taudis économique? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce direct sur Facebook. Ça devrait nous choquer, hein, en réalité. Ça devrait nous choquer de faire un direct sur Facebook. Parce que moi ici, je suis au Cameroun. Il y a des personnes qui me suivent depuis le Togo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis le Burkina Faso, depuis le Maroc, depuis la Tunisie. Il y a des personnes qui me suivent depuis l'Europe, depuis la France, depuis l'Italie, depuis la Grande-Bretagne, etc. Il y a des personnes qui suivent depuis l'Amérique, depuis l'Asie, etc. Donc nous tous actuellement, nous sommes connectés sur Facebook. Oui, nous les Africains, nous sommes en train de parler de la restauration des valeurs africaines, de la restauration du patrimoine culturel africain, de la restauration de tout ce qui est identité africaine, sauf que nous sommes en train d'en parler sur Facebook. Vous ne trouvez pas que c'est incohérent? Vous ne trouvez pas que même sur le plan digital, nous devons adopter le patriotisme digital? Parce que j'en ai écrit un texte, ça s'appelle le patriotisme digital.
Parce que même en ligne, nous devons avoir nos propres plateformes sur lesquelles nous parlons de nos propres choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons l'industrie Startup Training. Parce que Startup Training, c'est dans cette industrie à travers laquelle nous allons communiquer, nous allons défendre les valeurs africaines dans nos propres structures, dans nos propres plateformes. Et ne pas être là en train d'utiliser les plateformes des autres. On ne peut pas être fier aujourd'hui d'être sur Facebook et de parler des valeurs africaines, de l'économie africaine sur Facebook. Et là, je suis obligé de faire un coucou à un ami qui s'appelle Alain Ekambi. Je lui fais un coucou s'il est en train de regarder ce direct, qui avec son équipe a pu mettre sur pied une plateforme qui s'appelle Dicalo. Et Dicalo, c'est donc ce réseau social qui comporte aussi une messagerie instantanée qui s'appelle Ubuntu, qui est disponible sur les plateformes web et mobiles aussi, et qui est fondé par des Africains qui ont intégré les valeurs africaines dans leur plateforme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous devons arrêter de faire un direct pareil sur Facebook. C'est incohérent de parler de ce que je suis en train de parler là sur Facebook. Maintenant, la question que vous devez vous poser. Vous pensez que le fondateur de Facebook, quand il a fondé Facebook, c'était pour que Facebook soit la meilleure plateforme ou le meilleur réseau social de la Californie ou alors des États-Unis ou alors de l'Europe ou d'un seul pays? Non. Quand il a fait ou quand il a mis sur pied la plateforme Facebook, c'était pour que ça puisse coloniser le monde. La preuve, nous sommes actuellement en Afrique en train d'utiliser Facebook pour faire notre direct, pour parler des valeurs africaines. C'est un scandale, n'est-ce pas? En principe, c'est un scandale. Si c'était en psychologie, on aurait appelé ça une dissonance cognitive. Nous devons créer nos propres plateformes. Des plateformes comme Dicalo. Oui, nous devons en avoir des centaines dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes en train de créer la plateforme de Startup Training. Et je vous ai dit que c'est possible que vous puissiez investir dans ce projet. Le délai, c'est le 30 septembre 2020. Donc, si vous voulez encore investir dans ce projet, vous me contactez inbox et vous dites que je veux investir dans le projet Startup Training. Et je vais vous donner les documents afin que vous puissiez rejoindre cette aventure magnifique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me rappelle encore une interview où on interrogeait le fondateur de Facebook. Et je tiens à vous préciser que le fondateur de Facebook, il a une armée derrière lui. Parce que tous les jours à la télé, on dit que c'est lui qui a fondé Facebook, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que son entreprise est cotée en bourse. Et que pour investir dans une entreprise en bourse, on ne regarde pas que tu es de l'Est du Cameroun, tu es du Sud du Cameroun, donc tu ne peux pas investir. Tu es de l'Ouest, tu es du Centre, tu es du Nord-Ouest, tu es du Sud-Ouest, tu es anglophone, tu es francophone, tu es lusophone, tu es africain. Non, on ne regarde pas ça hein, quand on veut investir dans une entreprise en bourse. Quand tu veux investir en bourse, la seule question qu'on te pose, c'est est-ce que tu as de l'argent? Si tu as de l'argent, tu investis. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Facebook, il y a des Russes qui sont actionnaires dans l'entreprise Facebook. Il y a des Chinois actionnaires dans l'entreprise Facebook. Il y a des Indiens actionnaires dans l'entreprise Facebook. Il y a même des Africains aussi actionnaires dans l'entreprise Facebook. Facebook, c'est une entreprise qui appartient à des millions de personnes. Donc, il y a des millions de personnes qui ont décidé de mettre leur argent, se mettre ensemble leur réseau, leur logistique, leur plateforme pour pouvoir développer un seul réseau social sur lequel nous sommes en train de faire le direct aujourd'hui. Et vous voulez concurrencer ce réseau social en étant un programmeur seul dans votre chambre où vous n'arrivez même pas à payer le loyer pour dire que vous allez programmer un réseau social pour concurrencer Facebook? Vous êtes sérieux? Vous pensez qu'on peut combattre une armée en mangeant le tapioca au quotidien sans sucre parce que le sucre il est dans la tête? Ce n'est pas possible. Pour affronter une armée, il faut une autre armée. Bâtissons notre armée sur le plan intellectuel, sur le plan économique, pour ne plus rester dans le taudis économique et le taudis financier dans lequel nous sommes, où nous voulons toujours nous contenter des miettes qui ne valent rien. Rien. Et quand je suivais ce reportage-là, ou cette interview, la première année où il a lancé sa plateforme, le gars dit carrément que non, vraiment, sa plateforme ne fait pas encore d'argent, vraiment, il ne gagne pas encore d'argent et ils sont encore en train de se battre pour trouver comment faire pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça que l'interview passe.
où le fondateur de Facebook vous dit que la première année où il a lancé son projet, il ne gagnait pas d'argent. Il fonctionnait à perte même. Et que vraiment, ils sont en train de se battre pour trouver comment faire, pour développer un vrai business model qui va leur permettre de gagner de l'argent. Et moi, je suis allé faire des recherches pour essayer de savoir que mais le gars s'est dit qu'il ne gagnait pas de l'argent. Comment alors il faisait? Et quand je suis allé faire des recherches pour voir, je me suis rendu compte que la première année, ils ont généré un chiffre d'affaires en millions de dollars. Millions de dollars. Mais le gars te dit dans une interview qu'il ne gagnait pas d'argent. En fait, vous savez, parce qu'il faut comprendre la psychologie économique de nos prédateurs pour mieux les affronter. Parce que lui, en fait, lorsqu'il gagne des millions de dollars, il estime qu'il ne gagne pas encore de l'argent. Parce que pour lui, gagner des millions de dollars la première année, c'est ridicule par rapport au marché mondial qu'il doit pouvoir conquérir avec sa plateforme. Pour lui, il estime que c'est ridicule. De faire des millions de dollars, c'est ridicule. Donc, il va commencer à dire qu'il gagne de l'argent lorsqu'ils vont commencer à faire des milliards de dollars. Pour lui, c'est à partir des milliards de dollars qu'il estime que oui, on a un peu commencé à gagner de l'argent. Ici, vous voyez un entrepreneur qui fait un chiffre d'affaires de 30 millions en un mois et on ferme l'entreprise pour faire la fête. Et il va en vacances à la plage, il boit du champagne. Que non, vraiment, on a fait quand même 30 millions. Hein. C'est pas mal. Hein. On parle du franc CFA. 30 millions de francs CFA. Il fait la fête. Il achète une grosse voiture pour montrer aux gens qu'il gagne beaucoup d'argent. Il fait 100 millions de francs CFA. Il bavarde, il raconte sa vie partout. C'est ça que j'appelle le taudis économique. Le taudis économique. Parce qu'on lance un produit, on vend notre produit dans 2-3 boutiques, on commence à faire le bruit sur Internet. On commence à bavarder partout. Que oui, je suis entrepreneur, j'ai de l'audience, les gens me suivent. Vraiment, je génère le trafic. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est le taudis économique. Parce que les autres commencent à parler de gagner de l'argent lorsqu'ils font des milliards de dollars. Les autres, quand ils conçoivent une plateforme dans leur pays, l'objectif, c'est de conquérir le monde. Ce n'est pas de conquérir leur quartier ou leur pays. Non, ton pays ne vaut rien. Ton pays, c'est pour ça que j'aime toujours dire que le Cameroun, c'est un quartier. Parce que notre réel pays, c'est l'Afrique. Oui, mon personnage, l'assassin, doit pouvoir le faire comprendre aux Africains. Pourquoi on ne reste plus dans le taudis économique? C'est ma technique pour faire en sorte qu'on ne reste plus dans le taudis économique. C'est pour que quand tu puisses concevoir ton projet en Côte d'Ivoire, tu te dises, ok, la première année, il faut peut-être que je colonise 1 ou 2 villes de la Côte d'Ivoire. La deuxième année, il faut déjà que je sois dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. La troisième année, je dois déjà coloniser l'Afrique de l'Ouest, coloniser l'Afrique centrale. Peut-être la 5e année, je dois être dans toute l'Afrique et commencer à coloniser le monde. Oui, afin de faire aussi des milliards de dollars de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi? Est-ce que c'est le cerveau qui nous manque? Est-ce que ce sont les compétences qui nous manquent? Est-ce que ce sont les programmeurs qui nous manquent? Est-ce que c'est l'environnement et les matières premières qui nous manquent? Non! Ce qui nous manque, c'est le fait d'avoir été installés par les médias qu'ils ont créés pour nous installer à l'intérieur, par le système économique, par le système politique, par le système éducatif et tous les autres systèmes qui nous encerclent pour nous faire rester dans le taudis économique. Et même la religion fait la promotion du taudis économique. On vous dit qu'il sera plus facile pour un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. On vous dit que vraiment, il sera plus facile pour un bœuf de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On veut toujours parler des riches de manière... On veut toujours décourager même les gens à vouloir devenir riches. C'est un danger. C'est un danger parce que les gens qui nous mènent cette guerre économique, eux, ils ne pensent qu'en milliards de dollars. En milliards de dollars. Nous sommes en train de rester dans ce taudis intellectuel, ce taudis économique. Comment est-ce que nous allons donc faire pour les concurrencer? On va faire comment? Donc la première étape, c'est de déverrouiller le verrou économique que nous avons dans notre cerveau qui nous limite à dire que je dois me contenter de ce que je gagne. Je dois me contenter de mon quartier. Je dois me contenter de ma ville. Je dois me contenter de mon pays. Non, on doit aussi commencer à concevoir des plateformes pour aller conquérir le monde. Oui. On doit pouvoir aussi avoir des plateformes où il y a des Américains aux États-Unis, en Californie, qui se connectent en direct sur Dicalo ou alors sur toute autre plateforme africaine pour faire un direct. Oui,
on doit arriver à ce niveau. On doit arriver à ce niveau. Ce ne sont pas les ingénieurs qui nous manquent. Ce ne sont pas les chercheurs qui nous manquent. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Non. On a besoin juste que les personnes apprennent à comprendre que nous sommes dans un environnement économique où les autres sont constitués en réseau, où ils sont en guerre contre nous. Et cette guerre-là, ils ont créé une équipe pour mener la guerre. Ils n'ont pas de verrou économique. Ça veut dire qu'eux, ils considèrent qu'ils sont en train de gagner de l'argent lorsqu'ils génèrent des milliards de dollars. Il faut aussi que nous puissions avoir déjà cette psychologie, que nous puissions nous constituer en cette équipe-là afin de pouvoir les affronter aussi. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que tout le temps, je parle d'argent. Oui, c'est le rôle que je joue sur ma plateforme. Je parle d'argent. J'essaye de ne jamais passer une semaine sans parler d'argent. Je préfère prendre le risque que les gens disent que Claudel, là, il aime trop l'argent, il parle de l'argent. Oui, je préfère prendre ce risque parce que je sais qu'en le faisant, ça va déverrouiller le taudis économique que les gens ont dans leur tête. Et enfin, quand ils vont se lancer dans un projet, ils n'auront plus honte de dire que je veux gagner beaucoup d'argent. Et on a besoin de ce genre de personnes. Parce qu'on ne peut pas affronter les autres qui estiment que gagner les millions de dollars, ce n'est pas faire de l'argent. Parce que eux, faire de l'argent, c'est gagner des milliards en ayant des personnes autour de nous qui, lorsqu'on génère un chiffre d'affaires de 10 millions, ils partent en vacances. Lorsqu'on génère un chiffre d'affaires de 50 millions, il va à Dubaï, il va à la plage, se reposer pendant un mois pour fêter les 50 millions. On est même arrivé dans un niveau où les gens fêtent en fonction du palier de richesse qu'ils atteignent. Quelqu'un atteint 100 millions, il fait la fête pour fêter ses 100 millions. Et pendant qu'on fait la fête pour fêter ses 100 millions, le champagne est importé, les vêtements qu'il a suivis sont importés, sa voiture est importée, il est en train de faire des photos avec son téléphone importé, il est en train de faire un direct sur une plateforme importée pour fêter ses 100 millions. Lui, il est en train de rembourser les 100 millions qu'il a gagnés aux étrangers. Pourquoi nous sommes stupides? Pourquoi nous voulons montrer au monde que nous sommes stupides? Est-ce que nous sommes stupides? Moi, je pense que non. Donc, pour que nous puissions arrêter d'être stupides, ou alors de montrer que nous sommes stupides alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas, c'est de commencer à poser des actions et à déverrouiller les verrous qu'ils ont installés dans nos cerveaux par leur comportement, par leurs médias, par leur système éducatif, par leur système économique, par leur système politique et par tout ce qu'ils ont installé pour nous pousser à rester dans le taudis économique. Nous devons sortir du taudis économique. Et pour sortir du taudis économique, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on arrête de ne pas vouloir assumer en public qu'on veut gagner beaucoup d'argent. On ne doit plus en avoir peur. On doit être fier de dire que je viens de créer une entreprise et mon objectif au bout de 2 ans, c'est de pouvoir générer un chiffre d'affaires de 1 milliard comme bilan financier à la fin de l'année. Et qu'à la 2e année, 3e année, on puisse passer à 3 milliards, on puisse couvrir toute l'Afrique. On puisse avoir des succursales aux États-Unis, en France, en Italie, en Chine. Qu'on puisse recruter les Chinois. Ça veut dire qu'on crée une entreprise, on recrute les Chinois, ils viennent ici au Cameroun ou au Tchad, ils travaillent pour nous. Oui, on doit arriver à ce niveau. On ne les recrute pas, pourquoi? Il y a les Chinois pauvres, non? Il y a les Français qui sont pauvres, qui restent en route là. Je cherche le travail, je suis chauffeur, pendant recrutez-moi. Oui, on les recrute, ils viennent travailler ici chez nous, ils nous conduisent. Oui, je prends ma voiture, celui qui me conduit, c'est un Français. C'est un chauffeur français qualifié. Je lui donne même 2000 € par mois. Je lui donne une assurance maladie, une assurance santé. Oui, on doit pouvoir le faire. On doit pouvoir recruter un Américain. Il vient être maçon dans un building de 100 niveaux qu'on est en train de construire. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Il y a les Américains qui sont pauvres. Oui, il y a les Américains qui sont pauvres. Il y a les Japonais qui dorment sans manger. Bien sûr. Et pour pouvoir donc aider ces Japonais qui dorment sans manger, aider ces Africains, ces Américains qui n'arrivent pas à s'en sortir, il faut qu'on puisse les recruter dans nos entreprises. On les paye, ils viennent travailler pour nous, pour démontrer aussi notre puissance. Pourquoi ça doit être seulement les Africains qui partent aux États-Unis travailler en lavant les assiettes dans des restaurations rapides? Pourquoi? Il faut aussi qu'un Américain, on le paye. Ils viennent ici en Afrique. On ouvre un gigantesque restaurant qui est même sur 2000 mètres carrés. Et l'Américain là, son travail, c'est de recevoir les clients qui viennent à l'entrée. Oui, l'Américain là, son travail, il a la tenue du restaurant, il est à l'entrée du restaurant. Il dit bonjour madame, bienvenue au restaurant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a un autre Chinois, son travail c'est de dire vraiment qu'est-ce qu'on vous sait à boire. Et le patron,
c'est un Togolais ou c'est un Camerounais ou c'est un Ivoirien qui vient là et dit vraiment, madame, et il vient à la fin, madame, est-ce que vous avez apprécié le repas? Vraiment, merci d'être passé dans notre restaurant. Et puis, quand vous seriez à Douala ou au Togo ou au Mali, n'hésitez pas de visiter aussi notre restaurant qui est là-bas parce que nous avons une chaîne de restauration avec plus de 500 restaurants à travers le monde, avec même une chaîne hôtelière qui a la même marque que notre restaurant afin de pouvoir vous accompagner dans votre séjour et surtout dans le séjour que vous êtes en train de passer dans notre pays. Oui, on doit avoir ça. On doit construire des hôtels où celui qui reçoit les gens à l'entrée, c'est un Allemand. Oui, il y a les Allemands qui sont pauvres. Il y a les Allemands qui dorment sans manger. Il y a les Allemands qui dorment dans la rue. Oui, on doit avoir le pouvoir économique de les recruter. Ils viennent ici. C'est lui qui est à l'entrée. Il va apprendre notre langue maternelle pour parler à nos clients à l'entrée, ou apprendre le français ou l'anglais ou les langues qui sont utilisées dans le pays où on va le recruter. On le recrute, on dit que bon, cette année tu vas travailler au Togo. L'année prochaine, on lui dit que ok, tu vas travailler au Mali. Après, on lui dit que non, tu n'es même pas compétent. On le vire. On recrute un Anglais. L'Anglais vient le remplacer. On paye plus cher. Oui, on doit faire ça. Parce que c'est aussi une manière de démontrer notre puissance économique. On ne va pas toujours être ceux qui pleurent, ceux qui disent que aidez-nous, ceux qui disent que soutenez-nous. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on soit puissant économiquement. Et pour ça, il faut déverrouiller le taudis économique qu'ils ont installé dans nos cerveaux. Et pour déverrouiller ça, il faut parler d'argent sans complexe. Dans le personnage que je représente en ligne, le fait, pas parce que l'argent doit être au centre de tout. Pas parce qu'on doit tout faire pour gagner de l'argent, non. Pas parce qu'on doit travestir ses valeurs pour gagner de l'argent, non. Parce qu'il faut déverrouiller ça dans la tête. Parce que trop d'Africains vivent avec des verrous économiques dans leur cerveau. Et quand ils gagnent un certain montant, ils estiment qu'ils doivent en être fiers, alors que les autres gagnent ça par heure. Par heure. Est-ce que vous savez qu'une plateforme comme Orange Money génère des transactions de 1000 € par seconde? Il y a 1000 € de transactions Orange Money faites par seconde. Vous imaginez ça? Est-ce que vous réalisez que les transactions de Orange Money, ce n'est pas Orange, ce n'est qu'un service de Orange qui comporte beaucoup d'autres services. Est-ce que vous réalisez que les transactions de Orange Money, rien que sur une seule année, ça dépasse tout le budget du Cameroun? Vous imaginez ça? Ça veut dire qu'un service d'une entreprise génère des transactions qui dépassent le budget de tout un pays. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'appeler le Cameroun le Togo des pays. Ce sont des quartiers. Parce que le vrai pays, en fait, notre pays, c'est l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier la conférence de 1884 où ils ont saucissonné notre continent en tout petits quartiers pour se partager ça. Donc il faut qu'on arrête de dire que mon pays, c'est le Togo, mon pays, c'est le Tchad. Non, le Tchad, c'est ton quartier. Pourquoi la tête que le Tchad, c'est mon quartier? Tu vas comprendre que si je conçois un produit cosmétique au Tchad qui n'est qu'un quartier, il faut que je vende ce produit cosmétique dans un autre quartier qui est le Cameroun, dans un autre quartier qui est le Maroc, dans un autre quartier qui est la Côte d'Ivoire, dans un autre quartier qui est le Bénin. Et quand tu auras déjà encerclé les 53 quartiers de l'Afrique, tu vas te dire, d'accord, je vais maintenant attaquer les autres pays. Et là maintenant, pays c'est l'Europe, pays c'est l'Asie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme... Parce que lorsqu'on a cette conception, quand on met sur pied un projet, on a directement une vision mondiale. Moi, quand je fais un projet, quand je mets sur pied un produit, ce n'est pas pour vendre au Cameroun. Le Cameroun, c'est trop petit. Il y a combien d'habitants au Cameroun? Déjà qu'il n'y a aucun Camerounais qui peut nous dire le nombre d'habitants qui est au Cameroun. Même le président ne connaît pas le nombre d'habitants. Mais si je veux peut-être évaluer, disons 30 millions, disons qu'il y a 30 millions de Camerounais. 30 millions, ça représente quoi pour un produit? Ça représente quoi? Ça ne représente rien. Ça veut dire que même si tu vends ton produit à tous les millions de ventes, c'est rien. L'objectif, c'est de générer des milliards de ventes, des milliards de chiffres d'affaires. C'est ça l'objectif. Et pour ça, il faut déverrouiller donc le verrou économique que nous avons dans nos cerveaux. Et je vais donc aller à la 4e étape, ou plutôt la 5e étape qui est la dernière étape. C'est les partenaires, parce que c'était ça la question. Mais j'ai beaucoup développé parce que je sais que ça va répondre aussi à plusieurs problématiques que les gens se posent en commentaire. Comment avoir des partenaires efficaces, fiables et de confiance lorsqu'on démarre ou lorsqu'on veut développer un projet? Ce que vous devez savoir en entrepreneuriat,
La compétence s'arrête là où la confiance commence. C'est une notion de base lorsqu'on parle de partenaires, d'associés et de collaborateurs. La confiance commence là où la compétence s'arrête. Ou plutôt, la compétence s'arrête là où la confiance commence. Lorsqu'on a des collaborateurs, lorsqu'on a des partenaires, lorsqu'on a des associés, ce qui est plus important, c'est la confiance, ce n'est pas la compétence. Ça peut paraître paradoxal, parce que vous allez vous dire, non, vraiment, il faut qu'on ait des gens compétents. Il faut qu'on ait des gens qui maîtrisent leur travail. Oui, il y aura des gens qui maîtrisent leur travail, oui. On va recruter des gens qui maîtrisent leur travail. Mais il y a des postes stratégiques, il faut des personnes en qui on a confiance. Vous n'allez pas créer une entreprise, avoir des ambitions de faire un chiffre d'affaires d'1 milliard par mois et confier cet argent à quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance. Vous ne pouvez pas avoir un comptable en qui vous n'avez pas confiance. Vous ne pouvez pas avoir un responsable financier en qui vous n'avez pas confiance. Si vous avez le choix entre un responsable financier en qui vous avez confiance mais qui n'est pas compétent, il y a un responsable financier qui est le meilleur de l'Afrique mais en qui vous n'avez pas confiance, celui qu'il faut choisir, c'est le responsable financier en qui vous avez confiance et qui n'est pas compétent. C'est lui qu'il faut choisir. Vous savez pourquoi c'est lui qu'il faut choisir? Parce que la compétence, ça s'apprend. Parce qu'on peut le prendre, on le forme et il apprend à faire. Mais la confiance, ça se construit dans la durée. La confiance, ça ne s'obtient pas en une journée, ça ne s'obtient pas en un mois. Ça se bâtit et ça peut se détruire à cause des comportements et des attitudes que vous avez. Donc, vous devez bâtir le capital confiance que les gens doivent avoir en vous. C'est l'élément le plus important en entrepreneuriat. C'est plus important que de l'argent. Le capital confiance est plus important que l'argent. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que le capital confiance peut permettre d'obtenir de l'argent, mais l'inverse n'est pas vérifié. L'argent ne permet pas d'obtenir le capital confiance. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, les gens n'ont pas confiance en vous. Vous pouvez être extrêmement compétent et les gens n'ont pas confiance en vous. Mais si vous avez construit votre capital confiance et que les gens ont confiance en vous, les gens vont vous léguer de l'argent. Les gens vont vous donner de l'argent. Les gens vont vous confier des responsabilités parce que ces gens ont confiance en vous et savent que vous allez effectivement faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Les gens vont vous donner de l'argent parce que si vous voulez mettre sur pied un projet, ils ont confiance en vous. Ils vont se dire, si on lui donne cet argent, il ne va pas aller acheter la voiture pour se vanter. Il ne va pas aller construire sa maison parce qu'il veut bluffer les gens. Il va vraiment faire le projet pour lequel l'argent a été confié. Lorsqu'on a confiance en quelqu'un, on lui confie tout. C'est pour ça que vous devez faire très attention aux personnes qui gravitent autour de vous quand vous êtes un entrepreneur. Vous devez faire très attention à tous ceux qui ont des connaissances intimes sur ce que vous faites. Quand je dis connaissances intimes, c'est par exemple quoi? Parce que quand vous gagnez beaucoup d'argent, forcément, il y a des gens que vous payez pour faire certaines tâches. Vous allez par exemple avoir peut-être une ménagère qui travaille à la maison. Vous allez peut-être avoir un chauffeur. Vous allez par exemple avoir une assistante de direction. Vous allez par exemple avoir des collaborateurs avec qui vous travaillez. Vous devez traiter ces personnes de la manière la plus digne possible. Parce que ces personnes, vous devez pouvoir construire le capital confiance ambivalent, c'est-à-dire entre vous et ces personnes. Parce que ces personnes peuvent vous détruire. Votre ménagère peut vous détruire. Votre chauffeur peut vous détruire. Votre assistant de direction peut vous détruire. Votre collaborateur ou votre collaboratrice peut vous détruire. Qu'importe le niveau de richesse et de patrimoine que vous avez. Donc, vous ne devez pas blaguer avec votre capital confiance. Vous ne devez pas blaguer avec votre parole donnée, surtout envers vos collaborateurs, vos associés, vos partenaires et les personnes qui sont proches de vous quand vous développez vos projets. Vous pouvez manquer d'argent, mais bâtissez votre capital confiance. Il n'y a aucun entrepreneur qui réussit en entrepreneuriat et considérez la réussite ici comme un chemin. Ce n'est pas une destination. Il n'y a pas une destination qui s'appelle réussite. Il n'y a aucun entrepreneur qui réussit, qui réalise des choses importantes
sans avoir une équipe de personnes en qui il a développé un capital confiance solide et ambivalent. Ça n'existe pas. Parfois, vous pensez que les entrepreneurs, c'est des personnes malhonnêtes. Vous pensez que les entrepreneurs, c'est des personnes qui escroquent les gens pour gagner de l'argent. Non. Il n'y a aucun entrepreneur qui réussit sur le long terme en entrepreneuriat sans être honnête, sans être crédible, sans développer un capital confiance. Peut-être le capital confiance, il ne le développe pas avec vous parce que vous n'êtes pas une valeur importante de son business, parce que vous ne faites pas partie des personnes stratégiques avec lesquelles il travaille. Mais sachez qu'il n'y a aucun entrepreneur qui réussit sur le long terme sans développer un capital confiance solide avec les personnes proches avec qui il travaille. Si vous ne le faites pas, vous ne pourriez pas réussir. Vous ne pourriez pas bâtir un patrimoine. Vous ne pourriez pas réussir sur le long terme. Parce que le capital confiance, c'est le capital le plus important. Nous sommes déjà à pratiquement 2 heures. Je sais que je ne peux pas répondre à toutes vos questions parce que vous avez tellement de choses à dire et moi aussi j'ai tellement de choses à vous dire. Je suis obligé de mettre fin à ce direct maintenant. Comme je l'ai dit au début, si vous souhaitez une consultation avec moi, si vous avez un projet, si vous souhaitez qu'on puisse discuter de votre projet et que je puisse vous apporter mon expertise ou alors que je puisse mettre l'équipe Startup Academy afin qu'elle puisse vous accompagner dans votre projet, contactez-moi inbox et vous me dites, voilà Claudel, je voudrais bénéficier d'une consultation avec toi. Les consultations avec moi durent 1 heure de temps. Elles peuvent être en présentiel, c'est-à-dire soit dans les séries de Startup Academy ou alors en ligne si vous n'êtes pas au Cameroun. Et puis pendant 1 heure, je vais discuter avec vous en vidéo de votre projet, si c'est en ligne ou en présentiel, si vous êtes à Yaoundé ou si vous êtes à Douala. Et ensemble, nous allons bâtir une stratégie qui va vous permettre, soit sur le plan personnel ou alors sur le plan institutionnel, si c'est un projet que vous présentez, de pouvoir le développer. Si vous voulez intégrer la Startup Academy et bénéficier de toutes les opportunités de notre réseau et de notre armée de guerriers pour pouvoir affronter les autres et développer dans tous ces projets, vous pouvez aussi me contacter inbox et dire je veux devenir membre de Startup Academy. Je vais vous donner les documents qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations pour le devenir.